Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Brut pour un live exceptionnel avec le président de la République Emmanuel Macron qui va répondre à mes questions mais aussi les vôtres. Oui, tout le monde s'est extasié que le président de la République aille sur un média considéré, un média web, considéré pour les jeunes, avec des formats assez séduisants d'ailleurs. C'est pas mal, Brut. Moi, ça m'arrive de regarder, je trouve que c'est pas mal. À titre personnel, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le rôle d'un chef d'État d'aller dans ce genre de médias. Je pense, de façon globale, que le chef de l'État devrait avoir une parole rare, devrait prendre la parole, j'allais dire, devant les Français peut-être 3, 4 fois par an maximum. C'était d'ailleurs ce à quoi Macron s'était engagé quand il avait pris ses fonctions. Il avait parlé de Jupiter, de ci, de ça, qui filme le maître des horloges, ça serait la foudre qui s'abattrait. En fait, c'est devenu une espèce de diarrhée verbale du Macron. On en a plusieurs fois par semaine. Donc les Français, franchement, n'en peuvent plus et sont saturés. Et plus Macron bavarde comme ça, et plus sa parole s'affaiblit. Les gens en ont assez. J'ajoute que là, sur ce média, il a parlé quand même pendant 2h40 ou quelque chose d'extraordinairement long, alors que normalement, la parole du président de la République, qui n'a pas la même teneur que la parole du chef du gouvernement, doit être brève. Un discours d'un président de la République, ça devrait durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes grand maximum, parce que il est là pour donner des orientations. Il n'est pas là pour discutailler, analyser en public, etc. Sauf dans le cas de conférences de presse, où là, il pourrait effectivement exposer plus en détail sa conception du monde. C'est exactement ce que faisait Charles de Gaulle, qui séparait bien les conférences de presse qui étaient longues des interventions qui étaient brèves. Donc je considère, pour ma part, qu'il n'avait pas à aller dans ce média, qui est un média web pour les jeunes, et il n'avait pas à parler aussi longtemps. Surtout que sa dernière intervention devant les Français, c'était pour l'annonce du nouveau déconfinement. Et voilà, on en avait déjà soupé. J'ajouterais enfin que ce média Brut peut apparaître comme un média un petit peu insolent, un petit peu poil à gratter, etc. C'est quand même bien à tort, puisque je rappelle quand même que ce média a été racheté, et pas pour rien, pour 10 millions d'euros, s'il vous plaît, par le milliardaire Xavier Niel. Le même Xavier Niel, d'ailleurs, qui possède en tout ou partie l'Obs, Le Monde, le Huffington Post, Télérama, Courrier International, Le Monde Diplomatique, Nice Matin, et quand même des participations dans la Provence et dans Corse Matin. Voilà. Donc on a affaire, le média Brut, c'est, j'allais dire, la diversification de ce conglomérat en direction du web. Mais bien, Xavier Niel est tout à fait ami avec Macron. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron est allé sur place. J'ai vu les vidéos qui sont souvent pas mal faites, assez percutantes, du journaliste phare de Brut, qui est M. Rémi Buzine. Mais il ne m'a jamais invité à débattre. Je le lui propose. Je suis à sa disposition pour avoir la même couverture que M. Macron. Voilà ce que je dirais sur la présentation de cette affaire. Donc ce qu'on va mettre en place à partir de janvier prochain, c'est deux choses. D'abord, un grand sondage à partir de janvier sur une plateforme Internet où les gens pourront aller dire en quoi ils sont discriminés et où. Il y a le contrôle aux faciès, il y a le logement, il y a l'emploi, il y a le quotidien de la vie. La deuxième chose sur les contrôles, c'est qu'on va mettre en place une plateforme nationale avec un numéro d'appel, la possibilité de signaler, et ce sera géré par l'État, le défenseur des droits et des associations compétentes en la matière, en particulier la LICRA. Ma réaction personnelle, elle est spontanément très, très, très hostile à tout ce qui vient d'être dit. D'abord, pour une question de principe, M. Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, nous annonce toujours des choses mirobolantes qu'il va mettre en place. Il va refonder ci, réformer ça, réinventer autre chose. On va voir ce qu'on va voir.
Ça se traduit au bout du compte très très souvent. D'ailleurs, il a été brocardé et il est brocardé sur Internet pour cela. Ça se traduit au bout du compte par l'annonce d'un nouveau numéro vert. Un numéro vert où ça se perd dans les sables, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de l'autre côté des fonctionnaires qui sont disponibles à merci pour lancer à chaque fois qu'il y a un problème. Donc déjà, on sait déjà ce qu'il en est arrivé de quantité d'autres innovations comme ça. La première, par exemple, application Stop Covid, qui a été un flop monumental. La deuxième, tous anti-Covid, on nous annonce, on ment, on nous annonce que le gouvernement en aurait plus de 10 millions. En fait, il n'y a que 6 millions de personnes qui y sont, et ça n'a pas l'air très efficace non plus. Bon, là, il ne s'agit pas d'une application, mais il s'agit d'une plateforme. Voilà. Moi, je suis fatigué, personnellement, de tout ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, oui, bien sûr, il y a des discriminations. C'est vrai, il peut y avoir des discriminations au faciès, comme l'on dit. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi des délinquants. Et lorsque l'on reproche aux policiers de faire de la discrimination au faciès, j'aimerais que ceux qui reprochent ça... Moi, il se trouve que dans ma carrière, j'ai été... notamment lorsque j'étais élève à l'École nationale d'administration, j'ai fait un long stage au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés. Et ensuite, lorsque j'étais à l'ENA elle-même, j'ai eu l'occasion de nouveau de m'occuper de cette question. Donc je suis allé dans beaucoup de quartiers. Il y a une vie d'ailleurs qui est ce qu'elle est, qui est parfois très très sympathique, très chaleureuse, avec des véritables liens d'amitié. Il y a aussi des réseaux de trafic en tout genre, de la violence, etc. Bon, moi je trouve que dans cette histoire, on en fait beaucoup dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que là, Macron a voulu donner des gages à la gauche, à l'extrême gauche, etc. D'ailleurs pour rien, parce que les gens de gauche ou d'extrême gauche, je pense, ne voteront pas pour lui, et ils auront bien raison d'ailleurs de le faire, de ne pas le faire, je veux dire, de ne pas voter pour lui. Mais que, en revanche, je trouve que le président de la République a pris ses distances d'une façon que je trouve assez moche et finalement fondamentalement irresponsable vis-à-vis des policiers. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Oui, ça arrive à des policiers d'être violents. Mais ça arrive aussi aux gens qui le poursuivent de l'être tout autant. Je considère, pour ce qui me concerne, qu'on ne se rend pas suffisamment compte de ce qu'est la vie au quotidien des forces de l'ordre dans un certain nombre de quartiers. Et je pense que le président de la République n'est pas dans son rôle lorsqu'il prend ce genre d'initiative. Parce que ça revient au bout du compte à montrer à la vindicte publique les forces de l'ordre. Lesquelles forces de l'ordre sont tellement entre le marteau et l'enclume, j'en connais. Nous avons des policiers à l'UPR parmi nos adhérents et qui me font part de leur mal de vivre et qui me font part aussi de la presque impossibilité maintenant d'exercer leur métier. Voilà. Quand on dit chasse aux faciès, oui, mais quand vous êtes dans des banlieues comme en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement en Seine-Saint-Denis, où parfois 80% des habitants sont originaires de l'immigration, c'est difficile de ne pas faire ce qu'on appellerait de la chasse aux faciès. Moi, je considère personnellement que ça n'est pas avec ce genre de gadget qu'on va régler la question des discriminations. Et je considère qu'en revanche, avec ce genre de gadget, on inscrit dans la population l'idée que tout serait en fait de la faute des policiers. Et si on met petit à petit dans la tête des gens que tout est de la faute des forces de l'ordre, il va se passer ce qui d'ailleurs s'est passé dans la foulée. C'est-à-dire que, d'abord, les forces de l'ordre, on va plus tout pouvoir trouver à en embaucher. Et les candidats pour entrer dans les forces de l'ordre, leur niveau est souvent assez bas, parfois très bas. Deuxièmement, on peut avoir des phénomènes tout simplement de révolte. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux plus grands syndicats qui en ont eu assez en disant « nous appliquons les instructions que l'on nous donne ». Et quand on essaye d'appliquer les instructions que l'on nous donne, en plus de ça, le gouvernement ou le président de la République nous donne un coup de poignard dans le dos. C'est comme ça que c'est perçu, hein. Dans un métier qui est excessivement difficile, puisqu'il faut comprendre aussi que dans un certain nombre de circonstances, vous avez des policiers qui arrêtent
des trafiquants de drogue et puis qui les revoient 4 jours après. Ils sont sortis parce qu'ils sont passés en comparution immédiate. Ils ont eu un rappel à la loi parce que les prisons sont bondées et ils retrouvent les mêmes délinquants en face d'eux qui se payent leur tête. Il faut quand même se mettre à la place des forces de l'ordre. Il faut quand même se mettre à leur place. Ça n'est pas un métier facile du tout. En plus, pas extraordinairement bien payé. Et puis si en plus de ça, ils deviennent non seulement la cible de toutes les critiques, mais qu'en plus on met sur pied une plateforme qui est perçue, qui ne peut pas être perçue autrement que comme une plateforme non pas de signalement mais de délation, c'est pas bien. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir et sanctionner les abus, bien sûr, mais c'est quand même globalement le cas. On peut déposer des plaintes dans les commissariats ou ailleurs, et il peut y avoir... Alors on peut peut-être améliorer le système de l'inspection générale de la police nationale. Peut-être faudrait-il que l'IGPN soit soustraite au ministère de l'Intérieur pour que ça soit placé ailleurs. Je pense que ce sont des évolutions à faire. Mais fondamentalement, ça revient, ces histoires, à prendre le problème par le bout, par le mauvais bout. Le vrai problème de départ, c'est d'abord et avant tout un problème de chômage massif. Quand vous avez dans des quartiers 30-40% de la population, et notamment énormément de jeunes qui n'ont pas d'emploi, comment voulez-vous que la situation soit stable ? Comment voulez-vous que ces jeunes n'aient pas progressivement envie, pour certains d'entre eux, de verser dans la délinquance ? Ça, c'est une vérité. Et tant qu'on n'aura pas réglé de façon fondamentale la question de l'emploi, on pourra toujours faire toutes les plateformes de délation que ce soit. Il y aura des violences et il y aura un cycle infernal entre la police, la justice et puis un certain nombre de délinquants. Je voudrais dire encore 2 autres choses, si vous me le permettez. La première, c'est que naguère, il y avait encore un certain nombre de travailleurs sociaux qui mettaient de l'huile dans les rouages. J'ai l'impression qu'un peu partout, les travailleurs sociaux se sont un peu volatilisés. La deuxième, c'est que je voudrais dire aussi autre chose, c'est qu'il ne faut pas connaître la police nationale pour penser que tous les policiers de la police nationale seraient tous blancs de peau. C'est totalement faux. Il y a eu la police nationale depuis maintenant un certain nombre d'années à recruter des agents qui sont le reflet de la société française d'aujourd'hui. Donc vous avez parmi les policiers, vous en avez des blancs, vous en avez des noirs, vous avez des policiers originaires des pays du Maghreb, etc., etc. Vous avez parmi les forces de l'ordre des représentants un peu de toutes les ethnies, de toutes les origines qui existent en France. C'est d'ailleurs une bonne chose que d'avoir fait ça. Voilà ce que je pense sur cette affaire. Je pense d'ailleurs que ça se terminera en eau de boudin, parce que ce genre de choses n'intéresse finalement pas grand monde. Et la réalité, c'est que M. Macron ne sait pas quoi faire. En revanche, il y aurait quelque chose pour lutter contre les discriminations, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ces associations sont souvent le lieu, je caricature pas, c'est pas toujours le cas, hein, loin de là. Mais elles sont parfois le lieu de celles et ceux qui, au fond, en même temps, vont leur expliquer un projet séparatiste, c'est-à-dire une idéologie, et utilisent l'enseignement de l'arabe pour les détourner de la République. Et moi, je crois à ce que j'appellerais une politique de reconnaissance. Quand vous connaissez l'arabe ou que votre famille parle l'arabe en France, c'est une chance pour la France. Eh bien, là encore, je pense exactement le contraire de M. Macron. Sous ses propos mielleux, qu'il est là, on a l'impression qu'il va, qu'il vient, qu'il dit, c'est très souvent le cas, puis non, en fait, c'est pas souvent le cas, je veux pas caricaturer. Il y a un problème de départ, c'est que nous sommes en France. Et que de toute éternité, lorsque des étrangers sont arrivés en France, ils devaient apprendre la langue française et se fondre dans la collectivité nationale. Il n'y a d'ailleurs pas qu'en France. Il y a n'importe qui. Si vous allez demain vous installer en Russie, au Japon, au Paraguay, eh bien vous allez progressivement apprendre la langue du pays et les coutumes du pays. Ou alors,
vous n'aimez pas, vous allez au Japon, vous n'avez pas envie de vous y installer définitivement, à ce moment-là, vous faites que vous baragouinez à peine le japonais, vous restez dans votre cercle d'expatriés, et puis après vous repartez. Donc il y a un point de départ que M. Macron élude complètement, qui est la raison de la présence en France de personnes d'origine étrangère. Je considère pour ma part, et ça a toujours été le cas en France, que si il y a une volonté de devenir français, eh bien, on ne va pas interdire la langue d'origine, bien entendu. L'État n'a pas à s'immiscer dans la vie privée des gens. Donc on ne va pas s'immiscer, on ne va pas interdire aux gens de parler le portugais, l'espagnol, le swahili, le bantou, le russe, le serbe, ou que sais-je, ou l'arabe. Mais ça n'est pas le rôle de l'État que de développer ces langues d'origine. Le rôle de l'État en France, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, la langue de la République est la langue française. Et je suis outré, mais vraiment outré, d'entendre le président de la République se contorsionner sur son siège alors qu'il devrait affirmer ces évidences. Et je suis d'autant plus outré qu'au même moment, en même temps, on apprend de nouveaux calculs qui ont été faits sur les niveaux scolaires à travers l'Europe et même à travers le monde, qu'en matière de lecture et d'écriture, et aussi malheureusement en matière de mathématiques, les écoliers français, au sortir de l'école, avant d'entrer au collège, ont le plus mauvais niveau de toute l'Europe. Donc avant d'apprendre la langue arabe, d'apprendre la langue russe, d'apprendre la langue serbe, d'apprendre l'espagnol, etc., il faut déjà, et c'est le premier vecteur d'intégration à la société française, c'est de parler parfaitement la langue française. Parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui parle parfaitement la langue française, déjà on va atténuer ce que M. Macron dénonçait juste avant, c'est-à-dire la chasse aux faciès, les discriminations. Parce que la discrimination, elle apparaît beaucoup plus facilement, hélas, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise mal sa langue. C'est ça la vérité. J'ajouterai d'ailleurs que je ne vois pas pourquoi M. Macron fait une fixation sur la langue arabe. Il y a parmi les Français d'origine étrangère des Français d'origine du Maghreb. D'ailleurs, la langue arabe, quand il dit la langue arabe, prouve qu'il n'y connaît pas grand-chose ou qu'il ne s'y est pas beaucoup intéressé. Parce que l'arabe maghrébin, d'abord, il y a plusieurs langues au Maghreb. Il y a aussi les berbères qui parlent leur propre langue, l'amazigue. Vous avez l'arabe dialectal maghrébin qui a des lointains rapports avec l'arabe littéral que l'on va trouver en Syrie ou que l'on va trouver en Arabie saoudite. Bon, mais il n'y a pas que des Arabes. Il y a aussi des Français ou des étrangers qui ont vocation à s'installer, enfin qui se sont installés en France, qui ont vocation à y faire souche, et qui eux parlent des langues qui sont les langues bantoues, qui sont vous avez des Français d'origine vietnamienne, cambodgienne, qui parlent le khmer, laotienne. Vous avez des Français qui viennent aussi de partout en fait. Il y a eu aussi, on a parlé des Tchétchènes, il y a une langue en Tchétchénie. Il y a aussi des Français qui viennent d'Iran, de l'Inde. Et en Inde, il y a beaucoup de langues. Il y a l'hindi, il y a le tamoul, vous avez le kannada, vous avez également la langue du gujarati, vous avez au Sri Lanka, vous avez le Sri Lanka. Tout ça, ce sont parmi l'ensemble des immigrés qui sont en France. Donc, on ne va pas faire de la France la tour de Babel. Et donc, je pense personnellement que l'État n'a absolument pas à favoriser des langues étrangères. L'État doit favoriser l'apprentissage de la langue française. J'ajouterai encore autre chose. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes un Français d'origine maghrébine, et j'en connais pas mal, j'en ai des amis, il y en a beaucoup d'ailleurs à l'UPR qui sont tout à fait d'accord avec ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous êtes Français d'origine maghrébine à 1, 2 ou 3 générations que vous avez forcément envie d'être toujours l'arabe de service, passez-moi l'expression.
Vous avez des Français d'origine maghrébine qui ont envie d'apprendre le chinois, le japonais, parce que ce sont devenus des Français comme les autres. Ils sont ouverts sur le monde. Ils ont envie. Ils vont en Thaïlande. Ils montent le Machu Picchu, etc. Ils ont envie d'apprendre l'espagnol, d'apprendre le thaïlandais, pourquoi pas. Voilà. Donc je considère que tout ça, sous ces couverts de mielleux et très hypocrite de M. Macron, il y a en fait quelque chose de fondamentalement très grave. C'est l'insécurité profonde qu'il a, et c'est grave parce que c'est le rôle numéro 1 d'un chef d'État, d'assurer la permanence et la pérennité de la France et de la culture française, qui doit primer sur toute autre considération. Et puis en conclusion sur cette question, je dirais que lorsque M. Macron dit qu'avoir une famille qui parle l'arabe, c'est une chance pour la France, oui et non. Non, ce qui est une chance pour la France, ce qui a été historiquement une chance pour la France, c'est de voir des gens venus de tous les pays du monde qui se fondent dans le creuset français et qui contribuent à porter au firmament la culture française. Voilà ce qui est une chance pour la France. Actuellement, à l'Académie française, normalement il doit y avoir, c'est une institution fondée par Richelieu vers les années 1640. Actuellement, à l'Académie française, normalement, il y a 40 académiciens. Il y en a actuellement que 33 sièges qui sont occupés. Actuellement, vous avez des Français qui sont nés à l'étranger et qui ont justement porté au firmament la littérature française au point qu'ils ont été élus par leur père à l'Académie française. Je pense à Amin Mahalouf, d'origine libanaise, à François Cheng, d'origine chinoise, Michael Edwards, d'origine britannique, que je connais personnellement, qui est un ami, Dany Laferrière, d'origine haïtienne, René de Obaldia, qui est né à Hong Kong d'un père panaméen. Je pense aussi à Hélène Carrère d'Ancos, qui est née en France, mais qui est d'origine géorgienne, le même pays que Staline. Elle était née Hélène Zourabichvili. Et Anna Finkielkraut, qui est originaire de Pologne. Voilà, ce sont des Français qui sont tous à l'Académie française, qui fixent la grandeur de la langue française et qui viennent de tous ces pays étrangers. Et ça n'est pas nouveau. On pourrait citer des quantités d'intellectuels dans de nombreux domaines. La littérature, la peinture, les arts, la chanson, la musique, les sciences. Guillaume Apollinaire, Tahar Benjaloun, d'origine marocaine, André Chédid, Gao Xingqiang, qui a été prix Nobel de littérature d'origine chinoise, que je connais également personnellement, Milan Kundera, d'origine tchèque, et puis on citerait Montand, d'origine italienne, Charles Aznavour, d'origine arménienne, Gainsbourg, Picasso, Marie Curie, Georges Charpak, Émile Papeiniek. Enfin bref, voilà, ça c'est la France. La France, ce sont des personnes d'origine étrangère qui se sont fondus dans le creuset français pour porter haut la culture française. Voilà. Et si Romain Gary, qui était né en Russie, avait continué à parler le russe, ou bien si Gao Xingqiang, qui était né en Chine, avait continué à parler le mandarin, ou si Madame Hélène Zourabichvili avait continué à parler le géorgien en France, eh bien il serait resté dans un ghetto et il ne serait jamais devenu, j'allais dire, plus français que les Français. Voilà ce que j'ai à répondre à M. Macron. Et son propos, de façon pernicieuse, est en fait un propos qui tente à enfermer les Français d'origine étrangère dans un ghetto dont ils ne sortiraient jamais. C'est ce que moi, je ne veux pas. Moi, j'aimerais qu'il y ait une forme d'appel à la contribution collective et qu'on essaie d'identifier 300 à 500 noms et que d'ici au mois de mars, on les ait. Qu'on puisse avoir. Non, mais il a commencé, donc on va le finir. Mais je voudrais que ce soit nourri par aussi toute la jeunesse et ceux qui ont une conscience civique. Et qu'au mois de mars, on puisse avoir une espèce de catalogue des 300 ou 500 noms de ces héros et qu'on puisse décider ensuite d'en faire des rues, des statues. Eh bien, comme précédemment, je suis en désaccord frontal avec M. Macron. Frontal parce que, loin d'être un propos généreux et ouvert, c'est un propos en fait vicieusement racialiste et raciste. Qu'il faille commémorer les Français, quelles que soient leurs origines, ça n'est pas à moi que M. Macron va l'expliquer. Depuis que j'ai créé l'UPR, j'ai proposé notamment, ça remonte à 2010 ou 2009, j'avais proposé à l'époque déjà
que nous rétablissions le franc, la monnaie d'un pays souverain, mais nous avions proposé justement les coupures des nouveaux billets de banque, et parmi ces coupures, il y avait notamment justement hommage à Félix Éboué. Félix Éboué, qui est un héros de la résistance, qui d'ailleurs a été fait compagnon de la libération. Félix Éboué, qui était gouverneur du Tchad et qui a été le premier très haut fonctionnaire, gouverneur d'une colonie française à l'époque, à rallier Charles de Gaulle dès 1940. Il se trouve que Félix Éboué était d'origine guyanaise, était noir. Eh bien, nous avions proposé justement de célébrer cet homme, mais d'abord et avant tout parce qu'il était un héros, comme l'a dit M. Macron. Mais les héros, on ne va pas les cataloguer, on ne va pas les faire comme ça sur catalogue. Je trouve, honnêtement, j'ai été outré de l'entendre dire il me faudrait 300 à 500 noms comme un catalogue. En fait, c'est une mentalité d'esclave, hein. C'est comme si, je sais pas, en Guinée-Conakry ou dans le port de Dakar, je ne sais pas, moi, au XVIIe ou XVIIIe siècle, il avait dit, bon, il me faut 300 à 500 esclaves. C'est le même esprit. C'est du style, bon, tiens, c'est comme si à Noël, on dit, tiens, allez, on va prendre 8 douzaines d'huîtres, mais vous m'en mettez 13 à la douzaine. C'est honteux. Honteux. Voilà. Moi, je considère qu'il faut effectivement commémorer les Français d'où qu'ils viennent. J'en ai donné toute une liste, là, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. D'ailleurs, pourquoi spécialement des Noirs ou des Arabes ? C'est très bien qu'il y ait des Français d'origine, qui aient la peau noire, qui aient la peau bistre, qui soient d'origine africaine, etc. Mais il y a aussi des Français, je l'ai dit tout à l'heure, d'origine géorgienne, Madame Carrère d'Ancos, libanaise, Monsieur Mahalouf, algérienne, Monsieur Zinedine Zidane, comment dirais-je, égyptienne, Madame André Chédid, mais aussi des Français d'origine chinoise, François Cheng, Gao Xinjiang. Pourquoi est-ce que M. Macron fait une fixation sur des Français à la couleur de la peau ? Vraiment, moi, je suis très très choqué par ce propos. J'espère que tout ceci n'aura pas lieu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en effet commémorer tous ceux qui ont apporté beaucoup à l'histoire de France. Bien sûr, mais ça, on n'a pas eu besoin de Macron pour ça, hein. Je rappelle quand même que lorsqu'on commémore la place Bolivar, on commémore Simon Bolivar, ou bien la rue ou la place Francesco de Miranda, qui était à la bataille de Valmy en 1792, qui était originaire de ce qu'on appelle le Venezuela aujourd'hui. Alors, il se trouve que depuis le XXe siècle, il y a eu des migrations venues de pays plus lointains. Eh bien, tout naturellement, ils prendront leur place dans l'onomastique, comme on dit, c'est-à-dire la science des noms, dans l'onomastique public, dans la toponymie, dans les noms de rues et de places. Mais son histoire-là pue à plein nez la discrimination positive, mais c'est toujours une discrimination. Et je pense que finalement, beaucoup de Français d'origine étrangère éprouvent comme moi un sentiment de malaise face à une telle proposition qui est fondamentalement d'une hypocrisie ravageuse et d'un racisme intégré dans le psychisme. D'ailleurs, qu'est-ce que penseraient les participants à une course aux Jeux Olympiques où on aurait les organisateurs qui diraient bon alors là pour le je sais pas moi pour le 400 mètres nage libre, c'est-à-dire en crawl, en natation, il me faut absolument qu'on ait parmi médaille d'or ou médaille d'argent, il me faut absolument un noir et un arabe. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Ça dévaloriserait tout. Voilà. C'est que le meilleur gagne. Voilà. Et moi, ça veut dire que M. Macron n'a pas confiance, en fait, au fond, dans les Français d'origine étrangère. Moi, je voudrais dire quelque chose, d'ailleurs, à ce propos. C'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes de discrimination faciès, etc. Moi, je pense profondément, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est d'abord par le travail, l'emploi, mais aussi par l'éducation. Et l'éducation où l'on apprend à tous les Français à bien parler la langue française, à bien connaître l'histoire de France, à bien être fiers de leur pays. Pays d'adoption peut-être, mais pays, c'est leur pays. C'est pas en les contenant dans un ghetto. Et je pense aussi qu'il faudrait favoriser, pour ceux qui le souhaitent, une plus grande assimilation
à la France. Je pense qu'il faudrait réfléchir, je vois que M. Macron n'y a pas réfléchi, à la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, à la possibilité facilitée par le Conseil d'État de pouvoir franciser son prénom ou son nom. J'ai bien dit pour ceux qui le souhaitent. Mais moi, je connais des Français d'origine étrangère et qui se rendent compte qu'il y a quand même, non pas une chasse aux faciès, mais lorsque vous avez un prénom ou un nom qui ne sonne pas français, ça provoque, chez un certain nombre de personnes, ça provoque un problème. Et ça, ce que je dis là, c'est la pure vérité. Tout le monde le sait, dans les agences immobilières ou dans les recrutements d'entreprises, ça n'est pas la même chose si vous avez un prénom et un nom de consonance parfaitement française ou bien un prénom ou un nom de consonance étrangère et particulièrement de consonance maghrébine ou africaine, c'est un fait. Eh bien, je dis quant à moi qu'une des façons peut-être aussi de lutter contre cela, c'est de faciliter pour ceux qui le souhaitent la possibilité, parce que c'est assez compliqué en fait aujourd'hui, la possibilité de franciser leur nom. Ce ne serait que légitime pour se fondre dans la communauté nationale. Je suis surpris que c'est d'ailleurs quelque chose qui existe depuis des siècles, mais je suis surpris quand même que M. Macron n'ait absolument pas évoqué cette question. Toutes les batailles là qu'on a parlé, les grands débats, on y arrivera si on arrive à réinventer collectivement ce que c'est qu'être français, c'est-à-dire ce récit collectif où chacun a sa part d'histoire à raconter, à traduire l'un l'autre, et donc à s'écouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne veut rien dire. Concrètement, ça ne veut rien dire. M. Macron veut réinventer ce que c'est qu'être français. Il veut réinventer l'eau chaude également, la roue, et réinventer la galaxie et la Voie lactée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. La seule chose qui est intéressante dans ce propos, c'est quand il dit il faut apprendre à s'écouter. Ça, on peut lui faire confiance, parce que ça fait, depuis qu'il est à l'Élysée, qu'il passe son temps à s'écouter et que les Français n'en peuvent plus. Voilà. Un chef de l'État, un président de la République, ne dit pas ce qu'il vient de dire. C'est un discours médiocre, verbeux, qui se croit intello et qui ne veut rien dire. Vous imaginez Charles de Gaulle qui aurait dit « Française, Français, il faut réinventer ce que c'est qu'être Français ». Non mais ça va pas. Les Français, quand ils ont un chef de l'État, ils attendent du chef de l'État ce qu'attendent tous les peuples du monde vis-à-vis de leur chef de l'État, c'est que le chef de l'État doit être celui qui incarne la nation, qui défend le peuple dont il a la charge, qui protège les intérêts de la nation, qui montre une voie d'avenir et qui enthousiasme la population et qui, si possible, fait tout son possible pour rendre les gens le plus heureux possible et atténuer les différences sociales pour faire profiter tout le monde du progrès. C'est ça, un chef d'État. C'est pas quelqu'un qui leur pose des questions philosophico-filandreuses du style « on va réinventer ce que c'est qu'être français ». Voilà, Macron... Je suis désolé, mais quand il dit ça, il prouve qu'il n'a pas compris ce que c'est qu'être président de la République. En fait, M. Macron est un monsieur qui n'est pas du tout à sa place. Et les Français l'ont compris maintenant depuis 3 ans et demi. Je crois qu'une écrasante majorité des Français va le chasser parce que les gens ne supportent plus ce qui est fondamentalement un imposteur. M. Macron n'a pas l'étoffe d'un président de la République française. Et peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Eh bien, alors là, pour conclure cette analyse, effectivement, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus surpris dans ces déclarations. Je n'exclus pas d'ailleurs qu'il l'ait dit, parce que ça lui arrive très souvent d'être très impulsif et de dire n'importe quoi. Il a créé des quantités d'incidents diplomatiques dont tout le monde se rappelle, ou que je rappelle volontiers, parce qu'il avait trop parlé, trop vite, il a dit tout et n'importe quoi. Je pense que là, en l'espèce, il a dû regretter d'avoir dit ça. Mais qu'est-ce que l'on apprend ? Il a dit « je ne serai peut-être pas candidat ». D'abord, l'élection présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Deuxièmement,
rien ne peut plus affaiblir sa position que de dire ça. Surtout qu'elle n'est déjà pas très élevée. Donc je ne serai pas candidat, c'est bizarre. Et deuxièmement, ça donne à penser, ce que je pense profondément, c'est que ce n'est pas Macron qui décide. Macron a été, je disais à l'instant que Macron est un imposteur. Macron a été non pas élu par les Français, alors il a été élu factuellement, mais il a été imposé aux Français par le système médiatique, tenu par une petite dizaine de milliardaires qui ont imposé M. Macron. Et moi, je considère qu'il n'est pas du tout exclu que, compte tenu des bévues énormes, compte tenu de ce que... En fait, la France est dans une situation de jacquerie permanente depuis maintenant les Gilets jaunes. Il y a tout le temps un scandale, il y a tout le temps des problèmes. Je ne crois absolument pas aux sondages qui le donnent avec un très fort taux de popularité. Moi, quand je vois autour de moi, quand j'entends, quand je parle, etc., je pense que la popularité de Macron, elle doit être aux alentours de 20%. Elle n'est absolument pas à 41% de ce que l'on a. J'y crois absolument pas. Donc je pense que M. Macron, peut-être, a-t-il déjà été prévenu que sa réélection n'allait pas de soi. Je suis intimement convaincu, je n'en ai aucune preuve bien sûr, si ce n'est qu'une intuition et voir le jeu des acteurs, mais je suis intimement convaincu qu'à la fin du premier mandat de M. Sarkozy, on lui a fait comprendre que ce ne serait pas lui et que ce serait quelqu'un d'autre qui serait réélu. On avait prévu, je pense, que ce serait Dominique Strauss-Kahn, et puis après on a sorti d'un chapeau M. Hollande. Et de la même façon, je pense que François Hollande se serait bien volontiers représenté, mais on lui a fait comprendre que ça ne serait pas lui. Tout se passe, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je le redis, tout se passe comme si nous avions des présidents de la République à usage unique, comme des seringues à usage unique, qui sont promus par une oligarchie pour faire le sale boulot, démolir le droit du travail, privatiser les services publics, démolir de nouveau d'autres services publics, faire la réforme des retraites, imposer une politique étrangère qui n'a rien à voir avec les intérêts de la France, brader le patrimoine national. C'est ça, en fait, que font nos faisant fonction, si j'ose dire, de président de la République. Donc je ne suis pas surpris du tout de ce quasi-aveu de Macron. Il est tout à fait possible qu'on lui ait fait comprendre que, compte tenu de la situation qu'il ne maîtrise plus vraiment, on a pensé à quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais mon analyse ne va pas s'arrêter là, parce que j'ai bien noté qu'il a évoqué cela en précisant qu'il pourrait être amené à prendre des décisions impopulaires. Et j'ai trouvé dans ce propos, ça m'a fait froid dans le dos, parce que je me suis dit qu'il y avait un petit parfum de menace. Et quand je vois tout ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'Élysée, la suspension de très nombreuses de nos libertés publiques, le pillage de notre patrimoine national, l'abandon en rase campagne de nos intérêts géopolitiques dans de très nombreux domaines, la perte de joyaux de notre industrie, de notre recherche, le fait qu'il a laissé la société française se déglinguer, le communautarisme racialiste qu'il a laissé proliférer, les propos haineux qu'il a parfois vis-à-vis du peuple français, et sa propension à jeter de l'huile sur le feu, comme si ce qu'il cherchait inconsciemment, c'était en fait une espèce de guerre civile entre les Français, eh bien je me demande ce qu'il peut faire de pire. Et c'est quand même un peu ce qu'il a laissé entendre. Et c'est ça qui, j'avoue, m'a fait froid dans le dos. Il peut faire pire, puisque dans la Constitution française, il y a le fameux article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. La seule contrainte qu'il a, c'est qu'il doit demander l'avis formel du président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, mais il ne peut appliquer l'article 16. C'est ce qu'avait fait Charles de Gaulle au moment du putsch des généraux pendant la guerre d'Algérie. Sauf que le général de Gaulle, c'était Charles de Gaulle. Alors que Macron, ce n'est que Macron. Et que Charles de Gaulle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tous les Français étaient convaincus, et maintenant, avec le recul du temps, le sont encore plus, que Charles de Gaulle, il voulait le bien des Français et la grandeur de la France.
alors que Macron se fout éperdument du bien des Français et de la grandeur de la France. Il est là pour compte d'autrui. C'est pour ça que je pense que nous entrons dans une phase extrêmement dangereuse, qui s'accompagne d'ailleurs de ces campagnes de vaccination, de limitation de la pandémie, etc., avec une espèce d'hystérie. Alors certains disent oui, mais on trouve ça dans les autres pays. Oui et non. Parce que si on regarde bien la situation du monde, l'hystérie concernant la Covid-19, elle frappe essentiellement les pays sous domination américaine. Le Canada, l'Union européenne, pour parler clair. Les pays de l'OCDE, avec peut-être un petit peu le Japon et la Corée. Mais fondamentalement, ce sont les pays qui sont sous cette influence. Il y a, et il faut regarder les choses en face, quelque chose d'éminemment politique à cette affaire de Covid-19. Et cette chose sombre, éminemment politique, qui se tapit derrière cette affaire de Covid-19, vous ne la retrouvez pas dans un très grand nombre de pays, notamment dans la plupart des pays d'Afrique, mais aussi dans les pays en Russie ou dans les pays d'Asie, d'Extrême-Orient ou d'Asie du Sud. Voilà. Je suis inquiet de ce qui se passe. Il faut absolument que les Français soient très vigilants dans les semaines et les mois qui viennent. Et si possible, je l'ai déjà dit, je relance encore cette demande que vous vous mobilisiez et si possible que vous nous rejoigniez, nous, l'Union populaire républicaine, avec nos analyses et nos propositions qui n'ont pas changé depuis 14 ans. Vive la République! Et vive la France.